Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de tirer sur l'ambulance, mais je pense quand même que notre petite étude de cas peut s'avérer utile pour prendre du recul sur nos utilisations de l'IA dans la vulgarisation historique. Et aujourd'hui, accrochez vos ceintures, on va parcourir l'histoire de France en 1 minute. Enfin ça, c'est ce que promet la vidéo. Nous, on va prendre un peu plus de temps. Vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, et voyez, déjà, cette image, c'est un problème. Pour faire ce genre d'image, l'IA va puiser dans une banque de données assez considérable. Et le truc, c'est que dans les bases de données, il peut y avoir un peu de tout. Et que l'IA ne sait pas discriminer entre les représentations datées de certaines populations, comme les Celtes, et les représentations construites plus récemment par la recherche. Résultat, la première image, elle est complètement bidon. C'est l'image des Celtes qu'on avait à l'époque des manuels scolaires de la Troisième République, dans le roman national. On dirait vraiment Astérix le Gaulois, on dirait une communauté hippie dans le Larzac, mais ce sont pas des Celtes, ça, messieurs, dames. Les Celtes, ils avaient une civilisation urbaine, dans le cadre de ce qu'on appelle les Oppidas, et par ailleurs, ils pratiquaient une agriculture extrêmement productive et aussi extensive. Ce qui fait qu'en fait, à l'époque des Celtes, il y avait moins de forêts sur le territoire de la France actuelle que dans la France actuelle. Je sais pas si vous imaginez à quel point on a remis en perspective ce que l'on pensait savoir des Celtes. Et on n'est que sur la première image. Accrochez-vous. Bon, j'aime bien, l'image donne l'impression que la conquête des Gaules, ça s'est fait dans une ambiance de franche camaraderie. On voit une poignée de main virile et respectueuse entre César et Vercingétorix. Bon, lisez les commentaires sur la guerre des Gaules de César, ça s'est pas passé exactement comme ça. Bon, après, je sais, c'est un short qui doit durer moins d'1 minute. On n'a pas le temps de tout dire. Voilà, donc ça aussi, c'est typiquement roman national. On passe de la conquête romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, au couronnement de Charlemagne, et entre les deux, voilà. On pourrait parler de la christianisation des Gaules, par exemple. On pourrait parler de la construction de la monarchie mérovingienne. Non. Charlemagne. Bon, après, rien à dire, Charlemagne a bien été couronné empereur en l'an 800 par le pape, à Rome. Next. Bon, alors là aussi, on saute des étapes, on passe du couronnement de Capet en 987 à la guerre de 100 ans. Bon, on n'en est pas à une ellipse près. Et bien sûr, pour représenter la guerre de 100 ans, on prend Jeanne d'Arc. Alors j'ai rien contre Jeanne d'Arc, au contraire, c'est un personnage historique qui me passionne. On en reparlera un jour dans un épisode audio ou sur la chaîne. En revanche, l'existence publique de Jeanne d'Arc a été assez courte, et la guerre de 100 ans ne se limite pas à ce personnage et à son existence. Par ailleurs, l'histoire de France au Moyen-Âge ne se limite pas à Charlemagne, aux Capétiens et à la guerre de 100 ans. On aurait pu parler du développement des villes, ou de la renaissance des campagnes à partir de l'an 1000. On aurait pu parler de l'architecture gothique, etc., etc. Du coup, non, on fait de l'histoire bataille, on nous parle de la guerre de 100 ans. Bon, je suppose que ça fait de plus belles images. Enfin, je suis pas sûr, pourquoi pas. Don't go wasting thine emotion. Ok, pas de problème, on passe directement de la Renaissance avec François Ier à Louis XIV. Entre les deux, il y a juste eu un demi-siècle où les Français se sont entregorgés pour des questions religieuses, ça s'appelle les guerres de religion, ça a divisé la France pendant plusieurs décennies, ça a entraîné un changement de dynastie et la publication de l'Édit de Nantes, qui est quand même un jalon important dans notre histoire politique, sociale et religieuse, mais non, laissez tomber, c'est pas important. Les grands hommes, dans leur château, et le reste, ça n'existe pas. Bon, voyez déjà pourquoi j'ai un problème, c'est vraiment une vision de l'histoire, une manière de faire de l'histoire, complètement archaïque, complètement dépassée. Dès le début du XXe siècle, on commençait déjà à la remettre en question. Et là, on y revient. Y a pas à dire, l'IA, c'est vraiment à la pointe. Bon, alors là, je vais passer sur le fait qu'effectivement, on saute le XVIIIe siècle, qui a quand même été le siècle des Lumières, mais aussi le siècle du grand négoce, qui a apporté un certain nombre de changements sociaux, bref. Je voudrais simplement vous faire remarquer que sur l'image qui représente la Révolution française, bon, déjà, on a un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, qui est un peu anachronique pour l'époque, mais soit, pourquoi pas, c'est pas le plus grave. Non, le plus grave, c'est que, si vous regardez bien, il n'y a pas de femmes. Tous les révolutionnaires sont des mecs. Quand on sait que les femmes sont littéralement allées chercher Louis XVI à Versailles pour le ramener par la peau du slip jusqu'à Paris, pour que le peuple l'ait sous son contrôle, ça me fait un peu mal au... Voilà, je vais pas finir ma phrase, mais vous avez compris. Don't go
alors ça c'est un petit peu particulier, hein, on passe de Bonaparte à la Révolution de juillet 1830. Sans nous expliquer qu'entre les deux, il y a eu juste la restauration des Bourbons en fait, et de la monarchie absolue. Et du coup, un spectateur mal informé pourrait s'imaginer que la Révolution de juillet était tournée contre Bonaparte, alors que non, Bonaparte a été vaincu en 1815 à Waterloo, il a été exilé 2 fois, et la deuxième, c'était la bonne. À la place, les monarchies européennes victorieuses comme l'Autriche, la Russie et la Grande-Bretagne ont rétabli les Bourbons, et c'est précisément contre l'un d'entre eux, un certain Charles X, que la Révolution de 1830 a éclaté. Mais voilà, l'IA est là pour créer des images qui sont sympas. Bon, on a une image de barricade, complètement décontextualisée, formidable. Ah, et là encore noté, il n'y a que des mecs. Encore et toujours. Alors que, bon, renseignez-vous un petit peu, hein, les femmes ont toujours été partie prenante des mouvements révolutionnaires et plus tard des mouvements ouvriers, en fait. C'est... Bon. Voilà, là encore on voit que l'IA nous est bien supérieure par pas mal de domaines, mais qu'elle ne s'est pas émancipée de nos biais, puisque nous-mêmes, nous ne nous sommes pas émancipés de ces biais-là, notamment ici le biais sexiste, qui fait que quand on pense à l'histoire, on pense surtout à l'histoire faite par les hommes. Et on a tendance à invisibiliser les femmes. Bon, l'IA fait pareil en fait. Sauf pour Jeanne d'Arc, qui fait partie des grands hommes, oups, désolé pour le lapsus, de l'histoire de France. Voilà, donc on va sauter la Révolution de 1848, la Deuxième République, qui a, entre autres, je le rappelle, aboli l'esclavage, mis en place le suffrage universel, certes masculin. On va aussi sauter le Second Empire, c'est aussi la période où la France commence à s'industrialiser, mais on s'en fout, on veut de l'histoire bataille, et donc la guerre franco-prussienne. Bon, là aussi, c'est compliqué de comprendre la guerre franco-prussienne sans parler du Second Empire, puisque c'est précisément le Second Empire de Napoléon III qui la déclenche. Mais bon, on n'est plus à ça près. Oui, puis évidemment, on parle pas de la Commune de Paris, ni de la naissance de la Troisième République. Évidemment, hein, on passe de la guerre franco-prussienne à la Première Guerre mondiale. Il s'est rien passé entre les deux. Même la colonisation d'ailleurs, hein, vous notez qu'on n'en parle pas, hein, évidemment. La France n'était pas une puissance coloniale, si on s'en réfère à ce short. Merci l'IA. Bon, je vais pas refaire une remarque pour dire qu'on passe de la Première à la Seconde Guerre mondiale comme si c'était rien passé entre les deux, mais vous avez vu ? Il y a une femme ! Il y a une femme, là, sur ce plan-là, il y a une femme. Ah non, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, hein, désolé, hein, je suis obligé de célébrer un peu. Bon, et évidemment, c'est une image stéréotypée de la résistance. On voit ici vraiment un plan qui évoque le soulèvement de Paris dans le contexte de sa libération au mois d'août 1944. Bon, la réalité de la résistance, c'était pas vraiment ça au quotidien. Je vous renvoie vers la chronique que nous avons faite dans notre podcast du livre de Guillaume Pollack, 24 heures de la vie des Français sous l'occupation, qui revient là-dessus très bien. Voilà, donc là aussi, sacrée ellipse, on passe de la résistance à mai 68. Je rappelle qu'entre-temps, il y a eu 2 guerres coloniales, le début de la guerre froide, le début de la construction européenne, et que la France a changé de régime. Bon, au passage, vous verrez que là aussi, c'est compliqué de mettre mai 68 dans son contexte, puisque 68 était en grande partie tourné vers la société gaullienne, cette société présidée par le général de Gaulle depuis 1958, depuis qu'il a été appelé au pouvoir par un coup d'État dans le contexte de la guerre d'Algérie. Bon, vous voyez, c'est sûr que quand on parle pas de ces éléments-là, c'est difficile de comprendre. Mais bon, voilà, là on a des étudiants, des pancartes rouges, on est content, super. Ah, mais là aussi, on a une nana au premier plan, donc je devrais pas trop râler. Bon, alors ça, c'est à se taper le cul par terre. Alors certes, 92, c'est bien la naissance de l'Union européenne, avec le traité de Maastricht, mais la France ne rejoint pas l'Union européenne à proprement parler, puisque l'Union européenne existait déjà, elle a juste changé de nom. La France a toujours été, dès l'après-guerre, partie prenante du projet européen, sous la forme de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, puis de la Communauté économique européenne avec le traité de Rome de 57. Bref, là aussi, c'est une manière de voir les choses un petit peu discutable. Bon, là, vous allez peut-être encore penser que je cherche la petite bête, mais franchement, vous vous sentez représenté par l'image de la France moderne, comme dans ce dernier plan-là. Voilà. La France moderne, c'est un cadre, jeune, parisien, qui boit un café en terrasse. Je suis pas certain que ce soit très représentatif. Non, mais tant qu'à faire, on a eu la Révolution de 1830, mai 68, mettez les gilets jaunes, quoi, qu'on rigole un peu. Macron est
Bon voilà, conclusion, je vais pas vous dire que l'IA c'est nul, ça n'aurait pas de sens, mais ce genre de short montre bien les limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour véhiculer de l'histoire. On a l'utilisation d'une technologie à la pointe, mais pour véhiculer une vision de l'histoire, une manière de voir l'histoire, une manière de faire de l'histoire, mais qui a 2 siècles de retard. J'exagère à peine. C'est une histoire des grands hommes, des grands événements, une histoire bataille, on parle quasiment que de guerre et de révolution. La société française, dans sa diversité, mais aussi dans ses mouvements de fond, est complètement évacuée. Il n'existe que les grandes étapes mises en avant par les manuels scolaires de la Troisième République à l'époque du roman national. Et bien entendu, vous noterez que on ne parle pas de l'esclavage, de la colonisation. On a vu aussi que les guerres de religion avaient été complètement oubliées. Les persécutions des protestants, des juifs, l'affaire Dreyfus par exemple, on aurait pu en parler. Pour l'IA qui a généré cette vidéo et ou pour la personne qui a fait le prompt pour générer cette vidéo, ça n'existe pas. Bref, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et s'éduquer pour prendre de la distance et du recul critique vis-à-vis de cet usage de la technologie. Parce que là, ce que je vois, c'est vraiment une grosse régression. Des contenus hyper courts, hyper simplistes, complètement aseptisés, et qui au final n'apprennent rien. Bref, c'est zéro. Et le pire dans tout ça, c'est que récemment, le gouvernement français lui-même est tombé dans le panneau, dans cette paresse intellectuelle complètement indécente et révoltante, puisqu'on parle quand même d'un État, pour commémorer notamment le rôle des femmes dans la résistance, et l'obtention du droit de vote pour les femmes. Je vous renvoie à ce que Yann Bouvier a fait dessus. C'est ignoble. Alors, je vais m'adresser aux spectateurs. Faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Vous voyez avant tout l'IA comme un outil. L'IA a une puissance de calcul démesurée, certes. En revanche, il est codé par des êtres humains, et donc l'IA a nos biais de réflexion, nos angles morts, et elle n'a pas la capacité de discriminer entre les bonnes et les mauvaises informations. En tout cas, pas toujours dans les versions gratuites de ces logiciels. Et du coup, ça donne ça. Et ça, C'est de la merde.